Nous allons essayer de tenir en une demi-heure, l'heure tourne. Certains de nos invités doivent partir vite, à commencer par Geneviève Garrigos, d'Amnesty International. Je vais juste, pour introduire le débat, rappeler simplement quelques chiffres. Il y a actuellement peu ou prou, je parle sous son contrôle, entre 300 et 400 000 réfugiés syriens dans les pays voisins. Un chiffre officiel auquel s'ajoutent des dizaines de milliers d'autres, voire même plus, qui sont ceux qui n'ont pas été comptabilisés, ne sont pas dans les camps, s'arrangent par eux-mêmes, vivent dans les familles, ont trouvé des logements. Bon, la Turquie est le premier pays concerné, avec au moins maintenant 120 000 réfugiés officiels dans plus de 16 camps et plus probablement encore 20, 30 000, 40 000, on ne sait pas exactement, autres Syriens qui vivent là, plus ou moins clandestinement, avec des tensions parfois avec les populations locales. Il y a la Jordanie avec plus de 100 000 réfugiés aussi, avec l'immense camp de Zaatari, où il y a 36 000 réfugiés, où la France a installé un hôpital. Il y a le Liban aussi avec plus de 100 000 réfugiés, à la fois des sunnites, mais aussi des alaouites et des chiites, et là aussi qui exportent des tensions de la crise syrienne dans le pays. Voilà, donc je vais tout de suite donner la parole à Geneviève Garrigos, en lui demandant d'être bref, de tenir dans les 10 minutes maximum, 5-10 minutes maximum, vraiment, pour qu'on puisse continuer. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Et avant toute chose, effectivement, je voudrais rappeler que Amnesty International n'a pour arme que les mots et que les stylos de ses militants, et qu'effectivement, je comprends que Fatia soit un peu déçue que nous n'ayons pas plus de résultats peut-être sur le terrain. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, Bachar el-Assad n'est pas très sensible aux mots ni aux stylos. Au niveau d'Amnesty International, nous n'apportons pas réellement d'aide humanitaire. Ce que nous faisons à l'heure actuelle, et depuis le début d'ailleurs, mais je dirais aussi depuis 20 ans, nous documentons les violations graves qui sont commises par le régime. Par contre, au vu de justement des rapports que nous avions et des témoignages que nous avons pu collecter, notamment au niveau des camps de réfugiés, que ce soit à la frontière libanaise ou à la frontière turque, cette année, même si nous n'avions pas d'autorisation du régime pour nous rendre sur place, à titre mais vraiment exceptionnel, c'est excessivement rare qu'Amnesty International fasse ce genre de choses, nous sommes rentrés clandestinement en Syrie. De mémoire de militants, on n'avait pas d'autres souvenirs, c'est pour vous dire la perception que nous avons, nous, de la situation. Nous sommes rentrés donc une fois une semaine à peu près, une fois 3 semaines à Alep, et début septembre, nous avons décidé d'aller dans le nord du pays, parce que à l'époque, les médias, tout le monde était sur Alep, voire sur Damas, et il nous semblait important d'être aussi dans le nord du pays, notamment dans la région du pays. Et pourquoi aller localement? Alors c'est pour différents, ce n'est pas pour effectivement dans le cadre humanitaire, mais pour nous c'est la priorité de recueillir les témoignages qui permettent de documenter exactement les violations. Et pour nous ce qui était également fondamental, c'est de pouvoir recueillir les témoignages de la population au moment où les faits se sont déroulés, parce que notre objectif est qu'ils soient plus tard utilisés devant la Cour pénale internationale ou toute autre juridiction qui se saisira de la question de la Syrie, et de montrer finalement qu'en Syrie aujourd'hui il y a des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, de montrer la systématisation des bombardements et des frappes aériennes, de montrer que dans le meilleur des cas ce sont des frappes qui sont mais qui sont complètement aveugles, mais que finalement, dans de très très nombreux cas, ces bombardements ont lieu sur les hôpitaux ou à proximité des hôpitaux. Ils ont lieu aux heures où les gens sortent faire leurs courses dans les magasins, et on l'a vu notamment au moment du Ramadan au mois d'août. Ils ont lieu là où il y a des queues justement pour les alimentations. Et donc on voit bien qu'il y a une volonté systématique de toucher les civils et d'affaiblir les civils. Ce que nous avons aussi constaté dans le Nord, c'est que les villages qui étaient passés sous le contrôle de l'armée syrienne de libération étaient systématiquement bombardés. On a visité environ une trentaine de villages dans le Nord, et là on a vu vraiment l'horreur de ces bombardements répétés et aveugles. Et donc, effectivement, on peut penser aujourd'hui que le fait qu'Amnesty aille sur place et documente tout cela
peut sembler presque absurde. Mais il faut bien comprendre que c'est grâce à cela que nous l'espérons en tous les cas, dans la mesure aujourd'hui, ni les Nations Unies, ni aucun enquêteur ne peut rentrer dans le pays, et bien grâce à cela, nous constituerons des dossiers qui seront utilisables devant la justice. Et pour nous, c'est important parce que malheureusement, l'histoire d'Amnesty est faite de documentation de violences graves depuis sa création. Et notre espoir est parce que nous savons que tôt ou tard, ceux qui commettent ces crimes aujourd'hui en Syrie seront jugés comme on arrive à juger aujourd'hui en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et ailleurs. Et c'est ça notre espoir. Merci beaucoup. Merci, un mot, je pense que d'autres organisations, Human Rights Watch, et voire même l'ONU, au niveau des camps de réfugiés au moins, font ce travail de requête de récolte des témoignages. Absolument, absolument, au niveau des camps de réfugiés. Et nous avons commencé aussi par les camps de réfugiés. Par contre, pour nous, ce qui était très très important, c'était aussi d'être sur place, de filmer nous-mêmes, de prendre des photos, d'avoir les témoignages directement reliés. Et ce qu'il faut savoir qu'également, nous collectons des restes d'armes, de munitions, etc. C'est-à-dire que nous collectons tous les éléments qui vont nous permettre de démontrer crimes de guerre et crimes contre l'humanité, parce que c'est de cela dont on parle aujourd'hui. Merci. Alors maintenant, je vais donner la parole à Raphaël Pitti, donc, qui est médecin et qui a donc cette expérience du terrain. Et qu'est-ce que ça veut dire être médecin dans l'urgence en Syrie en étant aussi une cible, parce que depuis le début de la répression, les médecins sont systématiquement des Des médecins syriens, mais aussi, j'imagine, des médecins qui viennent étrangers qui viennent. Oui, alors c'est un peu difficile de parler après tout ce que nous avons vécu comme émotion au travers des témoignages qui nous ont été présentés là. Comme médecin, j'ai été choqué profondément d'apprendre qu'ils étaient tués parce qu'ils soignaient, de voir que les hôpitaux étaient aussi détruits, et puis je me suis donc porté volontaire auprès de l'UOSSM, qui est une organisation syrienne qui envoie des médecins, qui crée des hôpitaux clandestins, qui monte des postes de secours avancés, qui soutient financièrement les médecins, ainsi que les familles des médecins qui sont disparus. Il y a actuellement 80 médecins syriens qui ont été tués, 700 qui sont portés disparus. Donc je suis rentré durant le courant du mois d'octobre, et pendant 10 jours, j'ai été sur 2 villes, la ville d'Ana, petite ville d'environ 10 000 habitants, et l'hôpital était l'hôpital de la ville qui fonctionnait tout à fait normalement, à la fois pour les problèmes quotidiens, pathologies quotidiennes, ainsi que la prise en charge des victimes qui venaient d'Alep ou des environs. Le premier jour, nous avons été mitraillés, le troisième jour, nous avons été bombardés, et l'hôpital était rendu inutilisable, les blessés ont donc été évacués, ce que nous avions, nous les avons évacués, et puis nous-mêmes nous sommes partis sur une autre ville au nord-est d'Alep, à Al-Bab, où l'hôpital de la ville avait déjà été détruit. C'est une ville beaucoup plus importante, plus de 100 000 habitants, et l'hôpital était complètement détruit, et nous avons travaillé dans un hôpital clandestin. On a vécu ce qu'on peut vivre en situation de guerre, c'est-à-dire les flux de blessés, jour et nuit, arrivant par vagues, des vagues importantes, des vagues moins importantes, relativement peu de moyens. J'ai rencontré 2 équipes qui se succédaient 12 heures d'affilée, les unes après les autres. Là. Et ça, depuis plus de 15 jours, ils travaillaient comme ça. On sentait bien l'épuisement de ces personnels, de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils vivaient. D'autant qu'il y avait peu d'infirmiers, qu'il y avait surtout des étudiants en médecine de 5e et de 6e année qui travaillaient là. Il y avait même un jeune garçon de 13 ans qui nous servait un peu de factotum, qui nous apportait du thé quand nous en avions besoin, etc. Il y avait une très forte solidarité entre ce personnel médical. Et j'ai quitté cet hôpital le 6 octobre. Le 17 octobre, l'hôpital était entièrement détruit. Je voudrais rendre hommage à mes collègues, parce que le plus difficile pour moi n'a pas été de travailler avec eux, de partager ce qu'ils vivaient. Le plus difficile a été pour moi de partir. Parce que durant cette période, on vit d'une manière si intense, puisqu'on travaille, puisqu'on dort ensemble, on mange ensemble, et cela crée une fraternité d'armes, dirons-nous, armes médicales bien sûr, très forte, qui fait qu'on a vraiment du mal à partir. Et il est clair que je n'ai pas pour autant arrêté, c'est pas parce que je suis parti que je continue comme ça à rentrer dans mon hôpital et à travailler tous les jours. Bien entendu, j'essaie de militer par la création d'une association que nous avons mise sur pied, qui est le comité d'aide humanitaire au peuple syrien à Metz, puisque je suis de Metz.
Et que nous sommes cela est très heureux que nous sommes là, bien chauffés, etc. Mais il y a une urgence à agir. Et je me tourne en particulier vers l'ambassadeur de Syrie en France en disant, monsieur l'ambassadeur, il est temps de faire quelque chose. Je sais que notre pays le fait. Il est certainement un de ceux qui le font le plus. Mais je vous interpelle encore une fois, il est important maintenant que politiquement, nous créons des zones de sécurité pour ces populations. Merci. Passer la parole à vous comptez repartir vous-même en Syrie? Oui. Vous pouvez faire cette formation pour le traumatisé? Tout à fait. Dans un premier temps, nous allons former des formateurs ici en France. Donc 4 ont déjà été sélectionnés pour cela. Et puis ensuite, le centre devrait se mettre en place en janvier. Je retournerai en janvier pour le premier cours. Et peut-être une autre précision, l'hôpital avait été détruit où vous étiez par des bombardements, j'imagine. Oui, absolument, par des bombardements. Le premier et le deuxième ensuite a été aussi détruit par des bombardements. Alors, Mathieu Rouquier. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce forum et dire à quel point je suis heureux et honoré d'être là parmi nos amis, parmi nos amis les activistes des droits de l'homme et démocrates syriens. Alors j'ai la lourde tâche de faire porte-parole de ma collègue Anna Achitat de Human Rights Watch, qui a dû s'absenter et qui m'a demandé de dire un petit mot sur le travail des organisations de droits de l'homme en général en ce qui concerne la question en Syrie, et plus précisément de dire un ou deux mots sur le travail de Human Rights Watch, qui est une organisation de premier plan, ce qui m'amènera à mon propos que je souhaite consacrer à la question de l'impunité et de la lutte contre l'impunité en Syrie, pour démontrer à quel point cette question est centrale dans le règlement du conflit qui ensanglante ce pays aujourd'hui. Alors, naturellement, les organisations de défense des droits de l'homme, nous sommes une organisation de la société civile, c'est-à-dire nous dépendons de militants, nous dépendons de moyens qui sont des moyens qui ne sont pas des moyens de l'État, et nous avons la mission, la tâche d'accompagner les victimes de violations des droits de l'homme et de porter leur voix, en particulier auprès des institutions internationales, notamment les institutions internationales spécialisées. Donc il y a tout un parterre d'organisations de défense des droits de l'homme avec des mandats différents et des spécialités différentes. Voilà, mon organisation, le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, est une fédération d'organisations. Nous avons des organisations membres et des activistes syriens qui sont nos partenaires et avec qui je travaille au quotidien. D'autres organisations, à l'image de Reporters sans frontières, sont des organisations plus spécialisées, ou des organisations qui travaillent avec des chercheurs, ce qui est le cas de Human Rights Watch. Pour porter justement cette question du travail de Human Rights Watch, Human Rights Watch a fait un travail important de documentation des violations depuis mars 2011, avec une valeur ajoutée certainement au-delà de la qualité des enquêtes, qui est le travail sur l'identification des personnes responsables des violations, c'est-à-dire les donneurs d'ordre. Il y a tout un travail sur ce qui s'appelle les chaînes de commandement, et donc réussir à établir le lien entre les personnes qui ont commis les violations sur le terrain, qui peuvent être des groupes armés ou des groupes non étatiques. Donc c'est assez largement le cas en Syrie avec ces groupes qu'on appelle les Shabiha, qui sont donc les milices auxiliaires du régime, et les décideurs militaires ou les décideurs politiques pour les amener à rendre des comptes. Évidemment, notre travail, c'est un travail de plaidoyer, donc de diffuser les informations qui sont documentées sur la scène internationale. Et il faut insister sur le fait que les organisations droits de l'homme ne sont pas des organisations politiques, nous sommes des organisations neutres. Et donc, nous documentons les violations telles qu'elles se présentent, et en l'occurrence, les violations qui peuvent intervenir des deux côtés du conflit, de la part des deux parties opposées au conflit. L'impunité en Syrie, combattre l'impunité, comprendre l'impunité, comprendre à quel point est-ce que c'est cette notion d'impunité qui explique
la révolution, qui explique pourquoi est-ce que la contestation s'est installée dans la durée, qui explique aussi l'incapacité du régime syrien à traiter de manière, par des moyens politiques ou même par des moyens civilisés, j'ose dire, la crise à laquelle il est confronté. Ça nous montre que la lutte contre l'impunité, c'est une condition essentielle de la sortie de crise et de cette transition que nous appelons de nos voeux en Syrie. L'impunité, c'est d'abord une véritable culture politique en Syrie. Je fais référence aux propos qui ont été tenus tout à l'heure, notamment par M. Pafilu, M. Glassman, sur l'état de barbarie. Donc, évidemment, la Syrie bassiste n'est pas un état de droit. C'est un état dans lequel la contrainte, la violence est exercée par les services de sécurité qui contrôlent le pays. C'est cet état de barbarie décrit par Michel Sora. En réalité, les membres des services de sécurité, des nombreux services de sécurité qui contrôlent le pays, qui contrôlent la population, jouissent d'une impunité totale. Depuis l'instauration du régime bassiste en 1963, il y a un décret qui a été passé qui fait relever les membres des services de sécurité d'une juridiction exceptionnelle, militaire, qui évidemment ne prend jamais de sanctions à leur encontre. Les réformes de façade qui ont été engagées par le régime syrien au printemps 2011 ont évidemment prorogé ces dispositions sous une autre forme. Et cette notion d'impunité de la part des services de sécurité, elle a été intériorisée, elle a été véritablement ingérée par la population syrienne dans sa chair. Et c'est ce fameux mur du silence qui a été brisé avec le courage des révolutionnaires de descendre dans la rue et de contester l'autorité du régime. Mais le régime a également le sentiment de jouir d'une impunité au niveau international. En effet, je me rappelle la phrase d'un avocat syrien qui m'a dit un jour que la communauté internationale regarde la Syrie avec deux yeux. Il y a un œil qui regarde les minorités et un autre œil qui regarde la situation au niveau régional. Et ça, le régime syrien en est très très conscient. C'est-à-dire qu'il joue sur ces deux plans pour adresser des messages qui sont reçus 100% par la communauté internationale, comme quoi il est le garant à la fois de la protection des minorités et de la stabilité régionale. Donc on connaît le pouvoir négatif du régime syrien en ce qui concerne par exemple la situation au Liban. Il y a également des cartes en Jordanie, la carte kurde en ce qui concerne la question turque, et plus récemment ce qui s'est passé au Golan aussi attirait notre attention à ce niveau-là. Au niveau de la question des minorités, le régime syrien cherche à se présenter aujourd'hui comme le garant de la coexistence pacifique des différentes composantes de la population syrienne, qui n'ont pas attendu le parti basse pour vivre pendant 4000 ans côte à côte. C'est évidemment un argument, d'autant plus que le régime a cherché à attiser les tensions confessionnelles et à donner une dimension confessionnelle à cette fameuse notion de guerre civile en Syrie, alors qu'elle était complètement absente sur le terrain. Cette impunité, le gouvernement syrien a envoyé un certain nombre de messages à chaque occasion. En fait, on constate qu'à chaque fois que la pression internationale s'accentue sur le régime, on a une augmentation des violences sur le terrain. Donc, je peux prendre comme exemple l'arrivée des observateurs de la Ligue arabe en décembre 2011, où on est passé quasiment tout de suite à un doublement ou un triplement des victimes chaque jour, ou encore quand la mission d'observation des Nations Unies a été prise pour cible directement, elle s'est tirée dessus par les militaires, par les forces de sécurité du régime, alors qu'elle cherchait à enquêter sur des violations dans la région d'Alep. Le message à la communauté internationale est clair. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour combattre cette impunité? Quels sont les moyens qui existent? Bien sûr, la crise en Syrie, c'est l'échec du système international. C'est l'échec des organisations de droits de l'homme, c'est l'échec des médias, c'est l'échec collectif à assurer la protection d'une population civile désarmée face à un régime meurtrier. On sait les conditions dans lesquelles le Conseil de sécurité est bloqué pour agir sur la base du chapitre 7, par les vétos
russes en particulier et chinois également. Je vais juste dire un mot sur le travail qui est mené au niveau du Conseil des droits de l'homme de Genève, qui est donc l'institution qui est en charge d'instruire les questions de droits de l'homme. Il y a une commission d'enquête internationale indépendante qui a été établie au mois d'août 2011 et qui a rendu toute une série de rapports très documentés dans lesquels ils décrivent les violations qui ont été établies en Syrie. Et on voit l'évolution de ce conflit, une révolution pacifique, désarmée, les militaires, un mouvement de défection pour protéger les populations et avec le temps des combats qui s'intensifient avec, dans le dernier rapport de la commission d'enquête qui a été remis en août dernier, la description d'apparition d'éléments étrangers, notamment des groupuscules djihadistes, mais également la présence avérée de mercenaires de Hezbollah et de supplétifs iraniens. La question de la saisine de la Cour pénale internationale se pose puisque... Essayez vraiment de raccourcir un peu parce qu'on arrive... D'accord, je termine. Au niveau de la Cour pénale internationale, évidemment, la Syrie n'étant pas partie, sa saisine va dépendre d'une décision du Conseil de sécurité qui est actuellement bloquée par les circonstances que nous connaissons. Donc aujourd'hui, quelles sont les options qui peuvent s'offrir? Évidemment, il faut continuer d'augmenter les pressions sur la Russie et le Conseil de sécurité pour défaire la situation en Syrie, et je dis bien la situation en Syrie, c'est-à-dire l'ensemble des violations commises devant la Cour pénale internationale. Dans le cas d'un changement de régime en Syrie, le nouveau gouvernement aura la possibilité de reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale et de lui transférer les dossiers, ou alors de mettre en place une juridiction syrienne ou alors une juridiction mixte pour juger de manière domestique des violations qui ont été commises. Voilà, pour terminer, je veux dire que vraiment en Syrie, il est très clair que ce sentiment d'impunité est vraiment exprimé et ressenti par tous, et ça encourage la poursuite des violations. C'est pour ça qu'il faut encore une fois un hommage très important à tous les militants des droits de l'homme et à tous les défenseurs syriens qui, au quotidien, comme notre ami Darian l'a dit tout à l'heure, risquent leur vie pour permettre que ce processus de lutte contre l'impunité, de réconciliation nationale, de mémorisation des violations et des victimes soit en Syrie. Merci. Merci, M. Bouquet. Voilà, nous avons fait raccourci la caméra pour pas mal de rattrapage. Peut-être juste un dernier mot à propos de la politique. Si je me souviens bien, Carla Del Ponte, qui est l'ancien procureur du TPI, a été chargé par la Commission des droits de l'homme une enquête là-dessus. Alors la Commission internationale d'enquête est présidée par M. Pinheiro, qui est un Brésilien, et depuis quelques mois, Carla Del Ponte a rejoint son équipe.